Cette quatrième vidéo sera consacrée au chapitre 2 sur les gaz parfaits et les gaz réels. On va voir un peu la différence entre les deux gaz, on va développer leur équation. Et tout à fait à la fin, on va voir quelques notions sur le principe zéro de la thermodynamique. Chapitre 2, gaz parfait et gaz réel. Comme introduction à ce chapitre, on peut dire que la plupart des gaz sont considérés parfaits ou presque. Pour cela, cette notion de gaz parfait va nous faciliter pas mal de choses et va nous simplifier les formules physiques et faciliter aussi la compréhension des notions fondamentales, telles que l'origine de la pression et autres. Alors, il y a plusieurs définitions pour le gaz parfait. On peut dire que c'est un gaz idéal, on peut dire que c'est un gaz dilué. Mais dans tous les cas, pour qu'un gaz soit considéré parfait, il faut qu'il obéisse à deux conditions. La première, c'est que le volume du gaz est négligeable devant le volume du récipient, le volume total. On parle de particules de gaz ponctuelles. La deuxième condition, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre les particules, molécules ou atomes, qui composent ce gaz. C'est-à-dire les particules ne se reposent pas et ne s'attirent pas non plus. Elles subissent uniquement des chocs. D'ailleurs, c'est ça l'origine de la pression. Le gaz est tellement dilué que les molécules se déplacent dans tous les sens. L'énergie cinétique d'une molécule est égale à 1 demi mv carré. Le I comme molécule ou particule individuelle. Et ça dans n'importe quelle direction, que ce soit X ou Y ou Z. Alors historiquement, les physiciens ont étudié ces gaz. Et cette étude a conduit pour des transformations particulières, c'est-à-dire à température constante, au volume constant, à pression constante, aux trois lois empiriques qui sont très connues et qui sont plus ou moins bien vérifiées. Alors la première loi est la loi de Mariotte. Si on considère que la température est constante, la pression est inversement proportionnelle au volume. Alors pour bien illustrer cette loi, si on prend un ballon de gaz fermé, si on presse de l'extérieur pour diminuer le volume, on voit que sa pression à l'intérieur augmente. Et si on diminue encore le volume, on risque de l'exploser. La deuxième loi, c'est la loi de Gay-Lussac, aux transformations isochores. Si à volume constant, on augmente la température, la pression suit. Et inversement, si la température diminue, la pression diminue. En quelque sorte, si on chauffe un gaz, on donne de l'énergie thermique à ces particules. Donc, il y a plus d'agitation, donc plus d'interaction entre ces particules sur les parois. Et par la suite, la pression augmente. Alors, la troisième loi, c'est la loi de Charles. On l'appelle aussi transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante, le volume est proportionnel à la température. C'est-à-dire, si on augmente la température à pression constante, le volume augmente automatiquement. Par exemple, on chauffe un gaz dans un piston libre de mouvement. Le piston monte lorsque le gaz est agité, et donc le volume du gaz automatiquement augmente. Donc un gaz vérifiant les trois lois précédentes serait alors soumis à la loi d'Ita, PV sur T est égal à une constante. On peut rajouter à ces trois lois la loi d'Avogadro-Ampère, qui est connue sous la loi d'Avogadro, c'est-à-dire dans les conditions normales de pression de température, à pression constante et à température constante, si le nombre de particules augmente, le volume systématiquement augmente. Donc toutes ces lois réunies donnent lieu à la loi des gaz parfaits, ou équation des gaz parfaits, qui est PV sur NT est égal à une constante, et la constante est égale à R. C'est la fameuse loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT, avec R et la constante des gaz parfaits qui est égale à 8,314 joules par K par mol. Il existe d'autres formules pour exprimer la loi des gaz parfaits. En fonction de la constante de Boltzmann, Kb, PV est égal à grand N Kb fois T, avec grand N le nombre de particules, qui est égal à petit n le nombre de moles, fois le nombre d'Avogadro, Na. Na est égal à 6,022, 10 à la puissance 23 particules par mol. Bien sûr, la constante des gaz parfaits R est égale à Kb fois Na. Alors, une deuxième formule en fonction de la masse, PV est égal à MRT. Dans ce cas, le petit r est égal à grand R sur M, avec grand R la constante des gaz parfaits, et grand M la masse molaire. Alors, un gaz réel, c'est quoi la différence déjà entre un gaz réel et un gaz parfait? Un gaz parfait, c'est un gaz qui n'existe pas en réalité, mais c'est un bon modèle pour la thermodynamique. Un gaz réel, contrairement au gaz parfait, a un volume propre et des particules qui interagissent entre elles. Les particules du gaz réel peuvent s'attirer ou se repousser entre elles. Alors, contrairement au gaz parfait, précisons qu'il n'existe pas d'équation d'état permettant de décrire de façon exacte un gaz réel.
Donc on ne peut établir que des équations plus ou moins proches de la réalité. Et parmi ces équations, on peut citer la fameuse équation de Van der Waals. Van der Waals a introduit deux corrections dans la loi des gaz parfaits. La première correction, c'est que les molécules ont un volume non nul, ont un volume propre et incompressible. La deuxième correction, il existe des forces d'attraction entre les molécules. P plus A n au carré sur V au carré, la correction de la pression, fois V moins la correction du volume NB, qui est égal à nRT. Alors, pour bien illustrer la première correction, où les molécules ont un volume non nul et incompréhensible, on prend un récipient avec 8 molécules, les boules rouges. Donc les molécules occupent tout le volume d'après la théorie cinétique des gaz. Alors si on regroupe les molécules dans un coin, les 8 molécules rouges, on remarque qu'elles ont bien un volume propre. Donc les molécules occupent le volume du récipient moins le volume occupé par leur propre volume. Alors d'après Van der Waals, ce volume appelé covolume, VB est égal à NB, le volume occupé par N molécules de volume propre B. Alors si on tient compte uniquement que de la première correction, où les molécules ont un volume propre, on a la loi de P fois V récipient moins NB, le covolume, le volume occupé par les N particules, qui est égal à nRT. Si on néglige le volume, le covolume, on tombe sur la loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT. Alors pour ce qui concerne la deuxième correction qui tient compte de l'existence des forces d'attraction entre les molécules, on peut le schématiser comme ceci, c'est-à-dire si on prend une molécule, donc la molécule concernée, et on entre en interaction avec toutes les molécules qui l'entourent. Donc la molécule qui se dirige vers la paroi, elle se voit freinée par les molécules qui l'entourent, et sa vitesse va être ralentie, et donc elle va exercer ainsi une pression plus faible par rapport à la pression s'il n'y avait pas d'obstacle. Donc d'après Van der Waals, la pression est alors donnée par la formule suivante, P plus A n au carré sur V au carré pour n molécules. On remarque ici que si on n'a pas d'interaction, la vitesse est grande, donc le terme A n au carré sur V au carré est négligeable, et on tombe sur le P des gaz parfaits. Alors il existe d'autres équations d'état des gaz réels, proposées dans des domaines de pression et de température bien précis, et que je ne vais pas développer, mais vous pouvez voir les équations dans le diapositive suivant. Après, il n'y a pas que ça, il y a d'autres équations. Loi des mélanges de gaz connue sous la loi de Dalton. Alors cette loi nous permet de déterminer la pression totale à partir des pressions partielles ou l'inverse, la pression partielle à partir de la pression totale pour un mélange de gaz donné. On a donc grand P est égal à la somme de PI. PI, c'est la pression partielle de chaque gaz I fois pression individuelle, le I comme individuel. En effet, la pression partielle PI est égale à NI RT sur V, car les gaz occupent le même volume et on est à l'équilibre thermique, c'est-à-dire les gaz ils ont la même température. Donc, d'après Dalton, grand P est égal à la somme I PI, alors P est égal à la somme des NI RT sur V qui est égal à N, le nombre total, fois RT sur V. On en tire que P sur N, grand P sur N, total, est égal à PI sur NI. D'où la deuxième expression de la loi de Dalton pour la pression partielle, PI, qui est égal à grand P fois NI sur la somme des NI. C'est-à-dire PI est égal à grand P NI sur N, ou on dit aussi que PI est égal à grand P fois la fraction molaire du gaz I. Alors historiquement, en thermo, on a commencé par les deux premiers principes de la thermodynamique, et bien après, lorsque les deux premiers principes, c'est-à-dire le premier principe et le deuxième principe, sont bien connus, qu'on a jugé bon et nécessaire de stipuler ce principe de base d'équilibre entre trois corps ou trois systèmes, qu'on a appelé par la suite le principe zéro. Alors c'est quoi ce principe? C'est tout simplement si on prend trois systèmes thermiques A, B et C, si A est en équilibre avec B, et dans ce cas-là l'équilibre thermodynamique, c'est que les propriétés de volume, de température et de pression ne varient pas avec le temps, c'est-à-dire sont stables,
Et si on a B est en équilibre avec C, alors systématiquement et logiquement, A est en équilibre avec C. Alors si on prend juste la température, on peut bien illustrer le principe 0 de la thermodynamique. Si on a trois systèmes 1, 2, 3, si T1 est égal à T3 et T2 est égal à T3, alors systématiquement T1 est égal à T2.